Ces phénomènes existent, ils sont courants, surtout dans l'enfance, d'autant plus dans l'enfance si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'on fait de ces récits? Les enfants disent avoir vu d'autres enfants du service décédés avant eux, venir les voir alors qu'on les avait peut-être même pas avertis de leur mort, mais ils les ont vus. Si on a par exemple un regain d'activité, une clarté mentale qui s'installe dans les dernières heures avant le décès, alors que l'enfant était en coma, par exemple. Il a également dit, cet enfant, qu'il voyait un être lumineux dans le fauteuil où était assise la maman. Quand elle a tenu son enfant dans ses bras, que cet enfant est mort, elle a vraiment eu le sentiment qu'elle l'accouchait dans un autre monde. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous pour cette interview. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu, nous dire votre parcours et qui êtes-vous et dans quel domaine travaillez-vous? Alors, je m'appelle Christine Favert, je suis docteure en sciences de l'éducation, je suis professeure également, active dans la formation des enseignants depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis spécialisée dans la fin de vie, la maladie grave, la mort et le deuil des enfants et des adolescents en milieu scolaire. Et je forme les enseignants sur comment les accompagner quand ce genre de situation se produit dans les classes. Ok, et maintenant, comment est-ce que vous intervenez dans les classes ou en amont des classes? Comment est-ce que vous faites pour passer le message des questions liées à la mort? Alors, je forme principalement les enseignants, je ne vais pas dans les classes accompagner les élèves, donc je forme les acteurs professionnels autour de ces questions-là, que ce soit des enseignants primaires ou des enseignants du secondaire ou du post-obligatoire. Donc je donne des séminaires sur ces questions-là, y compris pour des professionnels du terrain, autres que des enseignants, mais qui travaillent avec des enfants et des adolescents, et on aborde différents sujets. Alors bien entendu, la maladie grave, par exemple comme le cancer. Dernièrement, d'ailleurs, on a produit une brochure en collaboration avec le CHUV et Zoe for Life sur le cancer à l'école, une brochure qui est traduite en plusieurs langues et qui est distribuée gratuitement aux enseignants et aux autres acteurs qui accompagnent ces enfants. Mais aussi, par exemple, quand on perd un élève, quand il y a une mort subite ou tragique dans un établissement, ça peut être un décès par accident, ça peut être un meurtre, ça peut être un suicide. Donc là aussi, on accompagne dans ce cas-là tout l'établissement, parce que ça fait une déflagration au niveau de la classe, mais aussi tous les acteurs, toute la communauté scolaire est impactée par ce genre de décès. Et puis également les élèves en deuil, c'est-à-dire qui ont perdu un parent, un papa, une maman, parfois dans des conditions aussi pas faciles. Et ça, c'est certainement les plus nombreux, les enfants en deuil dans les écoles, c'est ce qu'on trouve le plus. Mais on a aussi des sujets comme le suicide, comme la migration, parce qu'on a énormément d'élèves endeuillés qui viennent maintenant de pays en guerre ou qui ont eu des migrations complexes, qui ont des deuils multiples, qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur pays, leurs écoles, les amis. Voilà, donc on donne aussi des formations autour de ça. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser aux questions liées au deuil? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé qui vous a poussé, ou bien c'est un intérêt purement académique? Quelle a été l'histoire qui vous a amené à vous intéresser au deuil et à vouloir le transmettre aux enfants? Alors il y a différentes raisons, des raisons personnelles puis des raisons professionnelles. Il y a des raisons liées à mon parcours de vie. Petite, j'ai vécu un traumatisme et des pertes significatives, ça c'est la première chose. J'ai d'ailleurs eu 2 amis qui ont été assassinés séparément, pas ensemble. L'une avait 15 ans, l'autre avait 19 ans, donc forcément ça marque quand on est jeune et puis qu'on a des amis qui meurent de cette manière-là. C'est sûr que c'était quelque chose qui a été très bouleversant. Ensuite, j'ai été également enseignante pendant 18 ans et j'ai été amenée à accompagner des élèves endeuillés. J'ai réalisé à quel point il n'y avait pas de ressources autour de ces questions-là. On faisait un petit peu comme on pouvait. Donc on se débrouillait, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et puis un jour, j'ai perdu également une élève. Et là, c'était vraiment difficile. Je ne savais pas comment m'y prendre. Heureusement, j'étais dans une école privée à ce moment-là de mon histoire professionnelle. Et ça a été pris en charge par d'autres personnes. Mais je me disais, si j'avais dû gérer par moi-même, je n'aurais pas forcément su comment m'y prendre. Donc le manque de ressources, ça m'a beaucoup interpellée. Puis ensuite, j'ai également un master en histoire et sciences des religions. Et quand je suis entrée à la Haute École pédagogique, où je suis professeure maintenant, en 2003, j'ai d'abord été engagée pour la didactique de cette discipline, histoire et sciences des religions, éthique et culture religieuse.
Et là, j'ai ouvert le plan d'études roman, qui est en fait le fil conducteur de nos enseignements, et j'ai découvert que la mort apparaissait à tous les degrés de la scolarité. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on parle de la mort aux enfants? Comment on s'y prend? Quelles ressources on utilise? Quels moyens? Quels supports? Donc ça a été vraiment le début de mon questionnement. Et j'ai d'abord commencé à travailler, il y a 23 ans de ça, sur l'éducation à la mort et de savoir comment on pouvait parler, non pas dans des contextes de deuil, mais dans des contextes scolaires, comment est-ce qu'on pouvait parler de la mort avec des enfants. Et j'ai produit différentes choses, parce que j'étais également formée en philosophie pour les enfants, j'ai produit du matériel pour les tout petits, de 4 à 7 ans, ensuite du matériel pour les plus grands. Donc voilà, maintenant toute la scolarité est en fait couverte par du matériel que j'ai créé ou auquel j'ai collaboré pour pouvoir parler de la mort aux enfants, aux élèves, aux adolescents, parce que c'est un fait social commun à tout ce qui est vivant. Donc tout ce qui est vivant doit mourir un jour, les êtres humains aussi, et qu'il y a une sorte de gros tabou encore autour de ces sujets, et que les enfants souvent doivent se débrouiller pour comprendre par eux-mêmes. Donc voilà, c'était aussi une manière de libérer la parole en leur offrant des séquences qu'on pouvait aborder avec les enseignants. Juste pour préciser, pour notre public français qui est très nombreux, qu'est-ce que sont les hautes études pédagogiques? Alors, les hautes écoles, en fait, c'est des instituts de type universitaire, mais qui sont professionnalisants. C'est-à-dire, dans les universités, on n'acquiert pas forcément un travail à la fin d'une formation, tandis que dans les hautes écoles en Suisse, alors on a à la fois des contenus académiques, mais on a également des contenus pratiques et on aboutit à un travail. Donc, la haute école pédagogique forme des enseignants de tous les degrés scolaires, y compris dans l'enseignement spécialisé, et offre aussi des formations continues pour les professionnels du terrain. D'accord. Et maintenant, pour revenir à votre travail, aux ouvrages que vous avez écrits, est-ce qu'ils font partie du matériel scolaire de ces hautes études pédagogiques? Alors, il y a deux types d'ouvrages. Il y a des ouvrages de type académique. Il y a 3 ouvrages collectifs qui s'appellent La mort à l'école, annoncer, accueillir, accompagner. Un autre s'appelle Mort et deuil en milieu scolaire. Et un troisième s'appelle Pédagogie de la finitude. Ça, ce sont des ouvrages grand public. D'ailleurs, un des 3 est en open access. On a payé pour le rendre public, que les gens puissent y accéder sans forcément avoir besoin de l'acheter. Et puis, il y a ce qu'on appelle les ouvrages scolaires, donc des moyens didactiques qui sont dans les classes, que les enseignants peuvent utiliser dans toute la Romandie. Il y a du matériel pour les tout petits, ça s'appelle les œufs, et une thématique est consacrée à la mort. Un autre ouvrage s'appelle Parler de la mort à l'école, là aussi qui est pour des élèves de 6 à 12 ans et qu'on peut se procurer, y compris à l'étranger, s'il devait y avoir des personnes qui m'écoutent et qui sont intéressées, c'est des ouvrages qu'on peut acheter aussi. Et puis il y a un autre ouvrage qui s'appelle Parler des deuils à l'adolescence, pas seulement du deuil par mort, parce qu'il y a toutes sortes de deuils qu'on peut vivre dans une vie, hein. On peut perdre plein de choses, puis se préparer à perdre, c'est certainement le plus grand apprentissage qu'on peut faire pour une vie. Et là aussi c'est du matériel à disposition des enseignants, mais pas forcément ouvert à être acheté dans d'autres pays. Alors maintenant, au-delà de la question du deuil à proprement parler, vous venez de faire paraître un ouvrage collectif dont le titre, je ne vais pas me tromper, Ces enfants qui disent voir ou entendre des défunts. Donc on parle ici des phénomènes comme les VSCD. Pourquoi est-ce que vous avez voulu aborder ce thème et comment est-ce que vous l'avez abordé et pourquoi vous avez fait appel à tout ce collège ou tous ces chercheurs, différents chercheurs? Alors c'est un pas de côté par rapport à mes recherches habituelles, puis en même temps ça découle directement de ces recherches-là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je m'intéresse aux élèves en fin de vie, qui ont une maladie grave, ou aux élèves qui sont en deuil. Et régulièrement, j'avais de la part d'enseignants, mais surtout aussi de soignants, parce que je travaille aussi dans le monde médical, en tout cas j'ai des collaborations avec ces acteurs-là. J'entendais régulièrement ces phénomènes être exposés. Et je me suis dit, ça serait quand même intéressant une fois qu'on fasse un état des lieux de la question. Donc je me suis d'abord intéressée à des phénomènes plutôt ponctuels, comme les visions des mourants, en fait, ce qu'on peut percevoir quand on est en fin de vie.
Et puis aussi au VSCD, donc les vécus subjectifs de contact avec les défunts, donc des enfants en deuil qui peuvent percevoir la présence d'un proche décédé, souvent un parent, mais on y reviendra certainement. Donc ça a été un peu le début de mon questionnement. Puis ensuite, j'ai voulu aussi ouvrir à d'autres thématiques comme les connexions et toutes les perceptions extrasensorielles. Et donc ça a ouvert aussi sur une troisième partie. Et puis personnellement, je ne suis pas du tout spécialiste de tous ces sujets-là. Donc j'ai demandé à des chercheuses, docteurs, professeurs d'université qui font des recherches ou qui documentent ces phénomènes de participer à ce livre pour qu'elles amènent un petit peu l'état de la question dans leur champ de recherche, et puis qu'on puisse documenter un tout petit peu mieux. Mais surtout, dans ce livre, je leur ai demandé en premier lieu de donner également des pistes aux familles ou aux professionnels qui encadrent ces enfants, de comment accompagner les enfants qui auraient tendance à faire ce genre de récit. D'ailleurs, le titre n'est pas anodin, je n'ai pas écrit « ces enfants qui voient ou entendent des défunts », mais ces enfants qui disent voir ou entendre des défunts, parce que le livre ne voulait pas confirmer ou infirmer l'existence de mondes paranormaux, mais simplement dire ces phénomènes existent, ils sont courants, surtout dans l'enfance, d'autant plus dans l'enfance, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'on fait de ces récits? On ne peut pas simplement les écarter en parlant d'imagination ou de mensonges. Et surtout, comment aider les parents qui se demandent parfois si leur enfant va bien, comment traiter la situation, comment ils peuvent l'accompagner, ou parfois qui sont un peu heurtés aussi dans leurs convictions religieuses, parce que ça peut aller à l'encontre de leurs propres croyances. D'ailleurs, il y a un point intéressant quand même avec cet ouvrage collectif, c'est qu'il est écrit exclusivement par des femmes. À part la postface, qui est par Mario Beauregard, hein, on dirait qu'il n'y a que des chercheuses qui s'intéressent à ces domaines-là. Non, alors de loin pas, mais c'était voulu qu'il n'y ait que des femmes. D'abord parce que c'est un réseau que je connais, donc la plupart des auteurs qui ont écrit, je les connais. Mais aussi parce que très souvent dans le domaine de la conscience, en tout cas, on donne la parole à des hommes. Puis là, je me disais, ce serait intéressant de le donner plutôt à des femmes. Pourquoi? Parce que c'est très souvent elles qui accompagnent les naissances et les fins de vie. On a beaucoup plus de femmes en fait qui accompagnent les enfants endeuillés ou les endeuillés tout court en fait. Beaucoup plus de femmes qui travaillent dans les soins, dans le médical, qui voient des choses, qui entendent des choses. Et je me disais, c'est intéressant une fois d'avoir un collectif de femmes qui dit aussi comment elles perçoivent en fait ces phénomènes. Et je réalise qu'en fait, les femmes ont surtout beaucoup de bienveillance par rapport à ces phénomènes. D'ailleurs, vous verrez dans le livre, hein, elles prônent en fait d'accompagner ces enfants avec beaucoup de bienveillance et pas seulement avec un esprit rationnel et de dépasser un peu les cadres d'interprétation qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, j'aurais certainement pu avoir aussi beaucoup de messieurs qui pouvaient écrire là-dedans, mais c'était un vrai choix de leur laisser la parole. Alors, sans entrer dans une liste exhaustive, mais est-ce que vous pouvez parler un petit peu des autrices qui ont participé au livre? Quel type de chercheurs ou de chercheuses y ont participé et pourquoi vous avez fait appel à certaines d'entre elles? Alors, je souhaitais aussi que ce livre soit international, c'est-à-dire de pouvoir donner la parole à des chercheuses qui sont issues de différents pays. Donc, on a bien entendu, je suis suisse, on a aussi des chercheuses en Suisse à qui j'ai demandé de participer, dont, entre autres, Elvin Elsässer, qui est une grande spécialiste des VSCD, donc c'est une collègue suisse, et elle a accepté d'y collaborer. D'ailleurs, c'est elle qui fait la préface, hein, qui explique un petit peu comment ces phénomènes peuvent s'insérer dans le paradigme post-matérialiste dont on parlera certainement tout à l'heure. Mais j'avais aussi envie de voir un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays. Donc on a des collègues françaises comme Magali Molinier, qui est en fait la fondatrice des réseaux d'entendeurs de voix en France, mais qui est aussi enseignante à Paris et à Cornell University, et qui a vraiment beaucoup étudié le rapport des vivants avec les morts, mais aussi avec d'autres formes d'entités. Les psychologues cliniciennes, mais elle a aussi une approche très sociologique et phénoménologique, donc c'était très très intéressant de l'entendre. Elle a écrit sur les enfants qui entendent des voix. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais souvent c'est effrayant pour les parents d'imaginer que leur enfant entend des voix parce que peut-être on imagine qu'il peut être schizophrène. Donc elle détabouise un peu ce phénomène. On a une collègue luxembourgeoise également qui est spécialisée dans les fins de vie des enfants, qui m'a mis aussi en contact avec tout un réseau de soignants
qui ont l'habitude d'accompagner des enfants au seuil de la mort et qui justement peuvent vivre des situations comme les visions des mourants, hein, qui voient des proches décédés venir les chercher ou des entités, etc. On a aussi des collègues canadiennes, en fait, dont un organisme qui s'appelle Deuil Jeunesse, qui a accompagné des milliers d'enfants endeuillés et qui là aussi est vraiment très à la pointe au niveau des VSCD des enfants, qui a d'ailleurs développé un protocole sur comment accueillir ces récits, comment accompagner les enfants qui les vivent aussi. Donc ça, je trouvais vraiment très très intéressant. Et puis on a des collègues anglophones. Donc bien sûr dans le livre c'est traduit, hein, je rassure les lecteurs ou lire les articles en français. Mais c'est aussi l'idée d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans les milieux anglo-saxons parce que très souvent c'est plus ouvert en fait. Et on a des autrices comme Donna Thomas qui s'intéressent beaucoup aux perceptions que les enfants vivent, en fait, à tous ces phénomènes inexpliqués, qui vient d'ailleurs, et je souhaitais le souligner, qui vient de recevoir une bourse prestigieuse qui est accordée qu'une fois tous les 5 ans pour, en fait, dans son université, qui est l'université Lancashire en Angleterre, avoir 3 ans de recherche autour de ces phénomènes chez les enfants et chez les adultes. Donc on voit que c'est des sujets qui sont étudiés ailleurs, avec plus de facilité qu'ici. Et là, il y a 15 personnes en fait en tout qui ont collaboré. C'était l'idée d'avoir un panel de ces situations-là et pouvoir voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, quelles recherches sont menées. Parfois, elles sont uniques. Par exemple, il y a une seule équipe au monde qui travaille sur la lucidité terminale des enfants. J'ai pu avoir 2 autrices qui ont écrit un chapitre. Donc, c'est pas forcément qu'on a une surabondance de recherche en fonction des sujets. Et j'espère en tout cas avoir pu réunir un certain nombre de ces chercheuses. C'est pas exhaustif, hein. Certaines ont répondu d'abord positivement, mais n'ont pas eu le temps d'écrire. Mais ça donne déjà des échantillons, hein, avec l'idée peut-être après de poursuivre les réflexions en allant lire les livres de ces auteurs directement pour avoir plus d'informations. Est-ce que vous avez l'impression que les idées autour des phénomènes liés à la mort sont en train de se démocratiser dans le milieu académique? Est-ce que vous avez l'impression que c'est de plus en plus simple d'en parler et de faire de la recherche, ou on est dans une espèce de statu quo, que ça n'avance pas tellement de ce côté-là? Vous venez de dire qu'il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres. On en est où maintenant de la recherche? Alors, je suis empruntée pour dire ça, puisque j'ai réussi quand même à produire un livre, que d'ailleurs on va lancer une recherche avec un collègue canadien sur les VSCD et les VSCD des enfants surtout. Mais en même temps, il y a encore beaucoup de réticences. Une collègue, psychologue de formation, à qui je montrais la couverture du livre, il n'était pas encore sorti, me dit « Ah oui, tu parles de ces enfants psychotiques ». Donc voilà, je pense que les modalités s'ouvrent, en tout cas au niveau du grand public, elles s'ouvrent, au niveau des milieux universitaires, pas forcément toujours encore, en tout cas pas dans tous les pays. Mais en fait, on travaille de plus en plus quand même sur ces sujets. On voit qu'on a le Coma Science Group à Liège, en fait, qui essaie quand même de travailler sur des expériences de mort imminente, de les reproduire au laboratoire. Je disais tout à l'heure, il y a une équipe internationale qui travaille sur la lucidité terminale des mourants, puis qui essaie de comprendre le phénomène, avec voilà, une ouverture assez grande sur ces phénomènes. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus simple dans certains pays où le contact avec l'invisible est quelque chose de beaucoup plus admis. Donc il y a quand même dans d'autres continents, peut-être qu'on est plus ouvert à ces questions. On voit quand même que le côté matérialiste dans les milieux universitaires est encore prédominant et fait qu'on va toujours chercher des explications en premier lieu rationnelles, scientifiques, mais qui excluent toutes les possibilités pour essayer d'expliquer ces phénomènes-là. Et dès qu'on en parle, alors moi je réalise quand même qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, hein, parce que dès qu'on en parle, alors les gens arrivent avec tout plein d'anecdotes, mais qu'il peut y avoir des collègues chercheurs qui sont un peu encore réticents à les aborder comme des phénomènes autres que des hallucinations, par exemple. Quand vous dites qu'il privilégie les approches rationnelles et scientifiques, on peut être rationnel et scientifique quand on fait de la recherche dans les phénomènes inexpliqués. Est-ce qu'on peut? Alors, il y a différentes manières de faire de la recherche, hein. Bien sûr, si on est dans les neurosciences, on va plutôt travailler autour du cerveau, on va essayer avec des électrodes de voir quelles zones s'activent, on va essayer d'y trouver des explications.
Moi, je suis plutôt en sciences humaines, donc j'ai une approche plutôt qualitative et phénoménologique, c'est-à-dire on va observer un phénomène, on va essayer de le documenter, on va essayer de le comprendre. Surtout, on va voir un petit peu ce qu'il fait sur les personnes qui le vivent, hein, comment elles le ressentent, comment ça participe peut-être à leur vie quotidienne, à leur spiritualité ou à des choses comme ça. Donc, c'est une approche très différente. Mais bien sûr, on peut très très bien mener des recherches scientifiques et tout à fait sérieuses. C'est en tout cas ce que font les autrices de ce livre. C'est en tout cas comme ça qu'elles se présentent, hein. Elles sont toutes, je rappelle, docteurs, professeurs, chercheuses. Donc, elles ont d'abord une casquette scientifique. Maintenant, est-ce qu'on peut parler des différents thèmes abordés dans le livre? En gros, il y a beaucoup sur les VSCD, donc les vécus subjectifs de contact avec des défunts. Peut-être un petit peu redéfinir ce que c'est. Il y a la question d'entendre des voix. Mais est-ce qu'on peut avoir une sorte de panel des phénomènes abordés dans le livre? Oui, alors il y a deux types de phénomènes, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a les contacts spontanés, ponctuels avec des défunts. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas à la recherche de ces connexions et elles arrivent de manière ponctuelle, anecdotique, que quelquefois. Donc on a des enfants en fin de vie, par exemple, qui peuvent voir des proches décédés dans la pièce, venir les chercher. Dans les milieux de soins palliatifs pédiatriques, c'est quelque chose qui est souvent rapporté par les soignants. Des enfants disent avoir vu d'autres enfants du service décédés avant eux venir les voir alors qu'on les avait peut-être même pas avertis de leur mort, mais ils les ont vus. Et très souvent, quand il y a ce genre de vision, c'est qu'on est au bout. En fait, c'est souvent les jours, les mois, parfois les heures avant le décès. Ça peut être très rassurant pour les enfants, aussi rassurant pour les familles, parce qu'ils ont l'impression qu'un proche vient les chercher, parce que parfois l'enfant parle d'un grand-père qu'il n'a pas connu, qui est là. Parfois aussi, il parle d'entités lumineuses, il n'arrive pas forcément à mettre un nom. Des fois, il dit c'est un ange, mais c'est bizarre, il n'a pas les ailes, parce qu'on leur a dit que les anges avaient des ailes, et ce qu'ils voient, c'est pas l'ange tel qu'il est représenté dans les histoires bibliques, par exemple. Ça, c'est une chose. En lucidité terminale aussi, on a par exemple un regain d'activité, une clarté mentale qui s'installe dans les dernières heures avant le décès, alors que l'enfant était en coma, par exemple, ou qu'il avait une maladie neurodégénérative et un cerveau qui n'est plus du tout en état de fonctionnement. Et on n'arrive pas encore vraiment à expliquer pourquoi il y a ce regain d'activité. L'enfant, tout à coup, retrouve toutes ses capacités de communication. Il arrive à parler avec ses proches, un peu comme s'il dénouait les liens, en fait. Ça peut être par téléphone, des fois, quand les parents sont pas sur place, parce qu'on peut pas prévoir ce moment-là, puisque normalement, l'enfant est inconscient et ne répond plus. Ou ça peut être dans la salle, et beaucoup de soignants témoignent aussi de ça. Donc, ils disent, voilà, c'est quelque chose qui est rassurant pour tous ceux qui le vivent comme phénomène. Et puis, ces VSCD dont on a parlé tout à l'heure, donc les vécus subjectifs de contact avec les défunts, c'est le fait de percevoir un proche décédé. Ça peut être une présence, parfois on le voit, parfois on l'entend, parfois on le sent, il peut y avoir des odeurs, parfois on a l'impression d'être touché, hein, qu'il est là, qu'il nous touche. Et ça, c'est vécu aussi par les adultes. C'est d'ailleurs une enquête qui dure depuis plusieurs années, qui montre qu'en fait 50 à 60% de la population aurait tendance à vivre ça. Mais les enfants aussi, et ils peuvent être un peu déboussolés. Parfois, c'est un proche décédé comme un parent, donc ça fait plaisir de voir un papa, une maman disparus. On en reviendra peut-être parce qu'il y a des anecdotes de ça qui sont assez intéressantes. Mais parfois, c'est un proche qu'on ne connaît pas très bien, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Donc ça peut être aussi effrayant d'apercevoir une tante qu'on connaissait très peu, mais tout à coup on la voit dans la pièce. Et ça, c'est des contacts qui se produisent vraiment très peu de fois, en fait. 1, 2, 3 fois. Ça dure quelques mois, c'est pas quelque chose qui va se poursuivre, donc c'est des contacts ponctuels, en fait. Dans ces VSCD, il y a des choses assez surprenantes, en fait. Le fait que les enfants ne décident pas, les adultes non plus, mais les enfants ne décident pas de voir ou de ne pas voir en fait un proche. Et dans le livre, il y a un témoignage d'un cas de jumeaux, de vrais jumeaux de 6 ans qui vivent ensemble, bien sûr, qui dorment dans la même pièce. Mais un des enfants voit le papa disparu, il parle avec lui d'ailleurs, il peut décrire comment il est habillé, il a des contacts assez réguliers. Et l'autre jumeau ne le voit pas. Et ça l'énerve profondément. Alors il se demande pourquoi lui il ne le voit pas, est-ce qu'il est moins aimé par le papa?
Et puis, donc, il va avoir des comportements problématiques pour essayer d'attirer l'attention du papa sur lui. Donc, on voit que c'est pas du tout un choix de voir ou de pas voir le défunt. Très souvent, c'est rassurant pour l'enfant. Mais en même temps, dans le livre, on explique bien de faire la part des choses entre un vrai VSCD ou peut-être l'impression d'avoir un lien avec le parent. Des fois, on va passer du temps à regarder des photographies et puis on pense que c'est, voilà, ça peut se mélanger avec le fait de penser voir un parent, mais en fait, c'est juste un souvenir qu'on mobilise. Donc, dans le livre, on donne aussi des pistes sur essayer de différencier les deux choses. Ce qui est important, c'est imaginez, vous avez perdu une maman et tout à coup vous la voyez ou vous la sentez ou vous la percevez d'une manière ou d'une autre. Ce que vous avez envie en tant qu'enfant endeuillé, c'est d'avoir plus de ces contacts. Donc ça peut empêcher des fois l'enfant de continuer à vivre normalement, à se concentrer parce qu'il va tout faire pour essayer d'atteindre ces contacts. Même les adolescents, hein, parfois ils vont essayer d'utiliser des substances pour alléger leur esprit, pour pouvoir se mettre en mode de réception. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi problématique. Donc de faire attention que ça ne soit pas quelque chose d'envahissant en fait dans la vie de l'enfant, même si c'est quelque chose qui lui fait du bien. Après, il faut faire aussi attention parce que parfois c'est les parents qui suggèrent des contacts, c'est-à-dire que tout devient situation de contact. Il y a un papillon qui entre dans la pièce, on va dire ah ça c'est papa qui vient dire bonjour, etc. Donc en fait, du coup, l'enfant se dit qu'il doit trouver des signes et il se force à essayer d'en trouver. Donc ça, c'est aussi intéressant de se dire, voilà, de faire attention peut-être à la manière dont on leur parle de ces contacts. Parfois, ça va à l'encontre des croyances des parents. Hein. Je rappelle, par exemple, dans la Bible, Deutéronome 18 qui dit « Tu n'invoqueras pas les morts, tu ne feras pas commerce avec les esprits ». Donc si un enfant rapporte ce genre de phénomène, ça peut aussi être très mal perçu par le parent par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a constaté dans les témoignages recueillis que les enfants petits n'ont pas de filtre. Ils en parlent très spontanément, comme si c'était quelque chose de naturel, de voir un papa ou une maman dans la pièce. Dans le livre, il y a toutes sortes de témoignages autour de ça. Par contre, les adolescents, forcément, ils constatent que c'est peut-être une anomalie, que peut-être s'ils en parlent, on ne va pas les croire ou les prendre pour des faux. Donc, ils se retiennent souvent. Certainement qu'ils en voient tout autant, mais ils n'ont pas du tout la même communication autour de ces phénomènes-là, en fait. Il y a un phénomène qui est aussi un petit peu entre les VSCD et la lucidité terminale, c'est des épisodes qui arrivent aussi en fin de vie, où tout à coup, en anglais on les appelle les crowded rooms, où tout à coup il y a plein de gens autour du lit, des proches souvent, des gens de la famille, des grands-parents ou autres, qui viennent au moment de cet épisode de lucidité terminale. Est-ce que vous avez entendu parler de tel phénomène? Alors c'est ce qu'on a appelé dans le livre les expériences de fin de vie ou les visions des mourants. C'est-à-dire qu'on peut voir des proches décédés, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple un grand-papa. Alors, le problème chez les enfants, c'est que souvent ils ont peu de proches qui sont morts avant eux. Parce que comme ils ont peu d'expérience de vie, hein, ils peuvent mourir très jeunes parfois, donc ils n'ont pas forcément beaucoup de proches qui connaissent. Par contre, c'est un phénomène qui est très connu et bien documenté chez les adultes, hein, où on a pas mal de recherches autour de ça, parfois même des soignants qui les voient, qui voient qu'il y a des présences dans la pièce. Et le mourant a l'impression qu'il y a le conjoint décédé qui est dans la pièce, qui vient le chercher, parfois même, comme vous disiez tout à l'heure, toute une foule de défunts qui est là, qui attend son passage, qui vient le rassurer. Donc ça, c'est un phénomène qui est relativement connu et bien documenté. Mais encore dernièrement, je discutais de ça avec une dame, et puis elle venait de perdre sa maman il y a quelques mois. Elle disait que les derniers jours de la maman, elle disait tout le temps non, pas encore, et puis elle a cité à peu près tous les noms de la famille, de gens qui étaient décédés avant elle. Donc j'ai l'impression que les personnes en parlent beaucoup plus facilement, parce que c'est des phénomènes qu'on constate souvent quand on a des proches en fin de vie, qu'on a l'impression en tout cas que voient ou entendent ou sentent en tout cas des présences dans la pièce. Ils fixent parfois un point, ils interagissent, hein, comme s'ils leur parlaient en vrai en fait avec ces personnes. Donc c'est assez intéressant, et le problème c'est que c'est aussi le cas chez les enfants, mais on a très très peu de recherches autour de ça. Si vous cherchez des écrits, des articles scientifiques, il y a très très peu de choses qui ont été faites, et c'était intéressant de pouvoir en fait le dire. Oui, aussi les enfants vivent ces choses-là. Mm-hmm. Ce qui est intéressant chez les enfants, c'est aussi le cas chez les adultes. D'ailleurs, il y a un très bon ouvrage de Lisa Smart qui a essayé de recueillir toutes ces paroles de fin de vie.
Mais les enfants rapportent aussi des fois l'impression d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils vont dans un ailleurs, on va l'appeler comme ça en fait, où ils sont bien, ils ont pas mal, ils peuvent jouer avec d'autres enfants. Et puis ensuite, ils reviennent dans leur corps, un petit peu comme s'ils n'arrivaient pas encore à quitter leurs parents, et ils font des allers-retours. Et il y a des parents qui nous ont témoigné de ces récits, c'est assez surprenant. Est-ce que vous avez une anecdote que vous pouvez raconter autour de cette expérience-là? Alors, il y a une anecdote dans le livre d'une maman qui a été vraiment encouragée par l'équipe médicale à témoigner, qui disait qu'en fait, elle avait un enfant qui avait subi une soixantaine de chimios. Et donc, il avait un cancer, hein, bien entendu. Et puis, à la fin, elle a décidé de tout stopper pour lui laisser vraiment vivre ces dernières semaines sereinement. Et c'est pendant ces dernières semaines que cet enfant a vécu tous ces phénomènes-là, c'est-à-dire l'impression d'aller vers un ailleurs, de pouvoir jouer, de se sentir bien, de revenir régulièrement vers elle. Il dit d'ailleurs qu'une fois, il s'est fait mal en rentrant dans son corps, hein, ça peut être surprenant quand on a ce genre de témoignage. Il a également dit, cet enfant, qu'il voyait un être lumineux dans le fauteuil où était assise la maman, quand elle n'était pas là, cet être lumineux venait là pour peut-être le rassurer. En tout cas, il se sentait bien dans ces moments-là. Il a également perçu un grand-père qu'il ne l'avait pas connu puisqu'il était décédé avant sa naissance, mais il le décrit en tout cas avec beaucoup de précision. Et bien sûr, la maman s'est inquiétée d'entendre ces choses-là. Elle a demandé à l'équipe médicale ce qui se passait et certains médecins lui ont dit « oui, bon, c'est des hallucinations liées aux médicaments ». Mais la maman n'était pas du tout d'accord avec cette interprétation parce que l'enfant ne prenait aucun médicament, pas de morphine, rien. Donc on ne peut pas juste dire que c'est les médicaments. En plus, c'était une famille pas religieuse. Enfin, il y avait eu une petite éducation religieuse, mais pas très importante. Donc il ne justifiait pas ce genre de récit. Et c'est très touchant, cette maman, dans le témoignage qu'elle m'a donné, m'a expliqué qu'à la fin, quand elle a tenu son enfant dans ses bras, que cet enfant est mort, elle a vraiment eu le sentiment qu'elle l'accouchait dans un autre monde, comme si la pièce se dilatait, il y avait un silence d'une densité incroyable, et elle a eu l'impression elle l'accouchait dans l'autre monde. Donc c'était aussi une expérience extrêmement forte pour elle dans ce qu'elle a vécu. Ouais, très beau témoignage. Ouais. Est-ce que vous voulez nous parler donc des enfants qui entendent des voix? Alors le titre du livre, hein, c'est Les enfants qui disent voir ou entendre des défunts. Donc c'était aussi intéressant de pouvoir avoir cette catégorie-là, c'est-à-dire il y a des enfants qui entendent des voix, mais c'est des phénomènes qui sont en grande partie explicables en fait. Hein. Donc on s'est rendu compte que souvent les enfants entendent des phénomènes de voix après un événement traumatique ou un événement où ils se sont sentis particulièrement impuissants. Et du coup, ce phénomène de voix se met en place et peut durer quelques mois, maximum 3 ans. Enfin, dans les études, c'est ce qu'on remarque. Et se supprime d'elle-même. Ce phénomène se supprime de lui-même au moment où l'événement traumatique s'interrompt. Alors, comme événement difficile, il y a par exemple les deuils, bien entendu, mais il y a aussi l'abus sexuel, un déménagement qui a été mal vécu, du harcèlement scolaire. Mais parfois, ça peut être un parent qui est maltraitant, qui hurle sur l'enfant, qui le tape, etc. Et d'un coup, on écarte l'enfant. Et l'enfant se fabrique un phénomène de voix où il entend toujours des voix qui continuent à l'engueuler, etc. Donc on voit que c'est des phénomènes qui sont explicables, qui sont pas forcément des expériences spirituelles. Donc c'est aussi important qu'on puisse dire, chaque fois qu'on entend des voix, c'est pas forcément qu'il y a une entité qui est là. Mais quand il n'y a pas de phénomène traumatique, quand il n'y a pas de situation qui l'explique, et puis que l'enfant entend des choses, ça peut être en effet une expérience spirituelle. Il y en a toujours eu, hein. On a toujours eu des personnages qui entendaient des voix. Parlons de Jeanne d'Arc, hein, qui est la plus connue d'entre eux, mais en fait, il y en a toujours eu. Socrate, on savait qu'il avait un démon qui lui soufflait des choses. Plus récemment, dans les personnages connus, Zinedine Zidane a dit qu'il avait entendu une voix qui lui disait de revenir dans l'équipe de France. Donc, c'est des choses, voilà, qui sont assez courantes. Et peut-être que beaucoup de personnes qui m'écoutent ont eu des phénomènes de voix de manière assez ponctuelle, ont eu l'impression qu'on leur soufflait quelque chose et que ça venait d'ailleurs, peut-être pas de la petite voix intérieure qu'on a toujours, hein, on entend des voix aussi par soi-même, puisqu'on se parle souvent dans sa tête, mais que parfois on a l'impression que cette voix vient un peu d'ailleurs. Et ce qui était important dans le livre, c'était aussi de dépathologiser, c'est-à-dire
ne pas forcément toujours y voir une maladie mentale, parce que forcément que c'est la première chose à laquelle on pense. J'entends des choses, donc je suis en train de devenir fou ou schizophrène, et on sait que la schizophrénie souvent se met en place vers l'adolescence. Donc c'était aussi pour dire attention, ça peut être un phénomène ponctuel qui peut s'arrêter comme il est venu, donc inutile pour l'instant de s'inquiéter. Et en France, par exemple, on a le réseau d'entendeurs de voix et on se rend compte que beaucoup de personnes vivent avec les voix, puis elles vivent très très bien le quotidien, il n'y a pas de problème médical plus important que ça en fait. Est-ce que cette dimension des phénomènes inexpliqués autour de la mort et du deuil fait partie intégrante du matériel scolaire que vous mettez à disposition? Non, alors clairement, on ne parle pas de ces sujets-là à l'école, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas parler de phénomènes inexpliqués ou d'expériences exceptionnelles, clairement pas. Toutefois, je réalise qu'il y a beaucoup de mes étudiants qui sont intéressés. Donc très souvent, ils viennent en aparté me poser des questions, principalement sur les expériences de mort imminente, c'est souvent le sujet qu'ils connaissent le mieux, ou parce que justement ce sujet si proche viennent me rapporter des récits un petit peu voilà, parallèles. Alors quand c'est possible, j'essaye de faire venir un conférencier ou une conférencière pour aborder ces sujets-là avec eux et pouvoir leur donner un peu l'état des lieux de la question et des recherches sur ces sujets-là. Et c'était l'idée du livre, hein, c'était de dire, voilà, si vous avez un enfant qui s'approche de vous et qui vous en parle, que vous sachiez un petit peu que ça existe, puis comment faire. Dans le livre, on a le cas d'enfants qui disent, mais moi, quand je vois des choses, quand je vois des entités, quand je vois ces personnes, je les vois en vrai, je les vois pas de manière différente de vous ou moi, et du coup, je vois pas qu'elles sont pas réelles pour les autres. Hein. Une jeune fille disait, ben, moi, je les salue dans la rue, puis des fois, on me regarde bizarre parce que les autres le voient pas. Une autre disait, je les entends en classe, parfois ils font beaucoup de bruit, j'arrive pas à me concentrer, alors forcément c'est difficile. Puis si j'en parle aux copains, ben, ils se moquent de moi. Dans un témoignage que j'ai recueilli, l'une me disait, bon, on me traite de sorcière, on m'a harcelée à l'école, j'avais plutôt envie de me suicider qu'autre chose. Donc c'est pas du tout quelque chose de facile à aborder dans le cadre scolaire. En tout cas pour l'instant c'est compliqué. Alors, est-ce que, j'imagine que oui, de toute façon, mais est-ce que vous voyez un changement ou est-ce que les personnes avec qui vous avez travaillé et puis qui ont participé à cet ouvrage voient un changement chez les enfants avant et après leur expérience, soit VSCD, leur rapport à la mort, leur vision de la mort? C'est une question qui est vaste. Peut-être commencer d'abord par dire que tout dépend le milieu dans lequel on vit cette expérience. Donc, c'est-à-dire si l'entourage familial est ouvert à ces questions, c'est beaucoup plus simple pour les enfants d'en parler, d'être accueillis et d'être accompagnés dans ces expériences-là. Ce que j'ai réalisé, mais les auteurs du livre en parlent aussi, c'est que très souvent, il y a un héritage familial. On réalise qu'en fait, les enfants qui vivent en tout cas des connexions, c'est-à-dire pas forcément de manière ponctuelle, comme les VSCD ou les visions des mourants, mais qui ont des connexions avec l'invisible, ou qui disent en tout cas en avoir, on réalise qu'il y avait souvent quelqu'un dans la famille qui en avait déjà, souvent un aïeul, un parent, parfois des cousines, etc. On se rend compte que c'est souvent pas un phénomène isolé. Donc, si c'est accueilli avec bienveillance, c'est des phénomènes qui peuvent être intéressants pour les enfants. Alors, est-ce que ça rassure par rapport à la mort? Il faut dire aussi que certains de ces phénomènes peuvent être effrayants pour les enfants. Imaginez, vous vous réveillez la nuit, puis vous voyez qu'il y a des choses autour de votre lit, des inconnus que vous connaissez pas. C'est quelque chose qui peut être vraiment effrayant et dont on a envie plutôt de se débarrasser que comme quelque chose de rassurant. Alors les VSCD, quand c'est un parent disparu qu'on revoit, bah forcément que la plupart du temps ça fait plaisir de revoir son proche. Mais quand c'est des entités qu'on ne connaît pas, eh ben, c'est pas forcément quelque chose de facile à vivre et on ne sait pas non plus où mettre les frontières. Et là, il s'agit aussi de les accompagner en leur disant qu'ils ont le droit de mettre des limites par rapport à ces interactions s'ils en vivent, d'abord. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour les intégrer dans le quotidien. Je pense que c'est intéressant de dire que, en fait, on a des catégories de perception. On parlait tout à l'heure des entendeurs de voix, mais en fait, c'est les 5 sens qui sont touchés. Donc, ceux qui entendent, ceux qui voient, on en a parlé. Il y a ceux qui sentent. Des fois, ils sentent des odeurs, et alors qu'il n'y a rien dans la pièce. Les autres personnes ne le sentent pas. Il y a aussi le goût. En fait, ils ont l'impression d'avoir des goûts dans la bouche alors qu'ils n'ont rien dans la bouche. Ou ils ont la sensation du toucher, l'impression qu'il y a des présences qui les touchent, qui les enveloppent, qui les caressent.
alors qu'ils ne les perçoivent peut-être pas autrement, en fait. Donc, ces catégories-là, elles sont toutes représentées. Au niveau des études qui ont été faites, on a peu de chiffres, mais on se rend compte que ça peut toucher entre 8 à 23% des enfants, ce qui est quand même un chiffre assez intéressant, assez important aussi, hein, c'est pas du tout anecdotique. Et puis, on peut accompagner ces différentes perceptions. D'abord, voir si l'enfant le vit bien ou le vit mal, parce que s'il le vit bien, peut-être ne rien toucher à la situation. On a vu que parfois ça rentre dans l'ordre au bout de quelques mois, donc on laisse faire comme ça. S'il le vit mal, parce que ça peut être effrayant, parce que ça peut être inconfortable, la première des choses qu'on encourage aussi à faire, c'est de voir quand est-ce elles émergent, en fait, ces perceptions. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui les déclenchent? Est-ce que le fait d'être en colère, ou d'être anxieux, ou d'être triste, est-ce que ça va déclencher un phénomène de vision, d'entente ou d'une autre perception? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus propices ou pas à ces phénomènes? Est-ce que c'est plutôt à l'école qu'on les vit? Est-ce que c'est une manière aussi de se sentir rassuré, d'avoir des visions quand on est à l'école parce qu'on est harcelé ou parce qu'on a des problèmes scolaires? Est-ce que c'est plutôt dans la chambre, à la maison? Et puis, est-ce qu'il y a des moments dans la journée? Est-ce que c'est plutôt le soir qu'on a l'impression de vivre des choses ou est-ce qu'il y a d'autres moments dans la journée? Donc déjà là, ça permet de faire un peu l'état des lieux puis d'aider l'enfant à se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elles surviennent? Puis surtout pour qu'elles soient intégrées dans ma vie quotidienne. Et là aussi, on peut proposer plusieurs pistes aux enfants. D'abord, d'essayer de les décrire, de les dessiner aussi. L'art est un moyen très intéressant en fait pour essayer d'exprimer ce qu'on ressent à travers ces phénomènes. Proposer peut-être un rituel, par exemple si c'est le soir, peut-être allumer une bougie, faire une prière, pas forcément religieuse, hein, mais quelque chose qui demande aux entités de ne pas venir, par exemple. Lire une histoire, calmer l'enfant par rapport à ça, laisser une lumière bien sûr dans la chambre. On peut aussi trouver des groupes de réflexion où il y a d'autres enfants qui vivent ces choses-là. Alors en France, il y a les entendeurs de voix, il y a des groupes pour les enfants également. En Suisse, à ma connaissance, pas encore, en tout cas pas en Suisse romande. Quelque chose sur lequel il faudrait peut-être réfléchir, en fait. Mais partager ces expériences et se rendre compte que d'autres vivent ce phénomène, c'est déjà quelque chose de fort rassurant. Alors là, je me permets de raconter une anecdote. Hein. Depuis que j'ai écrit ce livre et que j'en parle, en fait, je réalise à quel point je reçois des témoignages. Et il y a 2 jeunes filles dans mon entourage proche, donc que je connais depuis qu'elles sont nées, qui m'ont avoué, en fait, vivre ces phénomènes. L'une d'elles me dit, mais moi, je vois les morts, en fait. Et elle travaille dans le milieu médical. Et bon, quand elle était petite, elle les voyait facilement. À l'adolescence, elle les a un peu mis de côté. Et on sait qu'à l'adolescence, c'est souvent le cas, mettre à côté ces phénomènes de vision. Et puis là, donc elle travaille dans le médical, dans un hôpital. Elle a dit la première fois qu'un patient est décédé, comme elle est en formation, elle a été chercher une supérieure. Et quand la supérieure est rentrée avec elle dans la chambre, elle a dit, mais moi, je l'ai vu assis à côté du lit. Donc il y avait le cadavre sur le lit, mais lui était assis à côté, en fait. Et elle savait pas trop quoi faire de ça, premièrement. Ensuite, comme dans son entourage proche, il y a des gens qui sont schizophrènes, elle s'est dit, ah voilà, ça y est, moi aussi je deviens schizophrène, je vois des choses. Donc elle a vraiment souhaité aller consulter des médecins pour vérifier que ce qu'elle vivait n'était pas des hallucinations. Elle a d'ailleurs été rassurée par rapport à ça. Et une autre de mes proches aussi, une autre jeune fille de mes proches, que je connais fort bien, c'est la maman qui m'a dit que lors de l'adolescence, ils ont dû l'amener 2 fois à l'hôpital, aux urgences, parce qu'elle voyait des choses qui lui faisaient peur. Et là, l'accueil a vraiment été très mitigé, parce qu'une des pédopsychiatres qui l'a vue lui a dit « Si tu continues à dire ça, je t'enferme ». Donc elle a complètement coupé, elle n'a plus jamais rien dit, et donc les parents m'en avaient pas parlé aussi pour ces raisons-là. Et là, d'entendre qu'en fait des enfants vivent ça régulièrement, y compris à l'adolescence, c'est vraiment quelque chose de rassurant. Donc ça prouve que si on sait que d'autres vivent ça et qu'on peut partager le phénomène, on se sent moins bizarre, moins extraordinaire, parce que peut-être c'est un phénomène relativement courant. Et puis on peut aussi partager les techniques pour s'approprier ces phénomènes de vision ou d'entente de voix avec d'autres. Après, il y a maintenant des thérapeutes aussi qui s'ouvrent à ces questions-là, parce qu'il faut savoir que quand on va chez un thérapeute puis qu'on dit qu'on perçoit voilà, des morts, c'est relativement bien accueilli si on vient d'un pays où c'est admis dans la culture.
Par exemple, si vous dites je viens d'Afrique, et voilà, il y a un rapport aux ancêtres aussi qui est très différent, hein, dans beaucoup de pays d'Afrique. Et puis vous exposez ça à votre thérapeute, il va le mettre sur le compte, voilà, d'un récit culturel. Par contre, si vous habitez en Suisse, que vous êtes suisse, que vous êtes blanc, et puis vous racontez ça, on va se dire il y a un problème d'hallucination. Donc on voit que le statut du récit il peut changer aussi par rapport à ça. Mais ces phénomènes-là, ils sont quand même recensés dans ce qu'on appelle le DSM-5, qui est en fait la Bible des psychiatres, où tous les troubles psychiatriques sont recensés. Et ils apparaissent sous expériences exceptionnelles, souvent de type spirituel ou religieux. Donc ils apparaissent et on peut les accueillir. Beaucoup de psychiatres chez les enfants ne s'inquiètent pas de ces phénomènes de vision tant que ça fait partie, par exemple, d'un traumatisme. Si ça apparaît suite à un traumatisme, on ne s'inquiète pas, on regarde, on laisse aller. Par contre, si ça persiste dans le temps, on s'inquiète d'une psychose possible ou d'un début de schizophrénie, et là, il peut y avoir des suites par rapport à ça. Mais il y a aussi des thérapeutes qui se sont spécialisés dans l'invisible et qui proposent des séances où on peut aller justement, même avec d'autres personnes, on peut aller exposer ce qu'on vit. Et ça, c'est aussi intéressant de voir que ça peut être accueilli différemment, parce que ça serait vraiment très malvenu d'assommer l'enfant avec des médicaments pour, entre guillemets, ces hallucinations s'arrêtent, en fait, parce que c'est certainement pas la solution, en tout cas pas dans un premier temps. Mais si l'enfant dit non, c'est vraiment inconfortable, je veux plus que ça m'arrive et puis je ne sais pas comment faire, on peut éventuellement envisager en effet des médicaments si c'est avec son accord et si ça vient de lui, en premier lieu. Ça paraît incroyable cette thérapeute qui a dit que si elle entendait encore une fois ça, elle allait enfermer la personne. Enfin, ça paraît vraiment à l'opposé d'un geste thérapeutique. On voit qu'on a bien besoin d'être formé là-dessus et que votre livre va peut-être permettre d'ouvrir certaines œillères dans le milieu médical ou professionnel, j'espère. Hein. Alors, je le souhaite. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des EMI, des expériences de mort imminente chez les enfants, qui sont un petit peu différentes de celles des adultes, ou pas mal différentes de celles des adultes? Alors, elles ne sont pas forcément si différentes que ça, parce qu'ils vivent un peu les mêmes choses, et ils le disent d'ailleurs avec leurs mots, en fait. Ce qui est très différent, c'est que d'abord, ils n'ont pas de filtre. Ils donnent l'expérience, à l'inverse des adultes, quand ils vivent ce genre d'expérience, très souvent, ils n'osent pas en parler à leur médecin. Alors, première chose, les enfants qui vivent ces phénomènes, qui ont l'impression d'avoir une forme de décorporation, d'entrer dans le tunnel, de voir des proches, de voir la lumière, ils le disent, mais ils leur disent avec des mots. Hein. Des fois, ils disent qu'ils devaient appuyer sur un bouton vert ou rouge, puis ils ont choisi le vert, pour revenir dans leur corps. Ce qui est différent, c'est que d'abord, il y a très peu d'expériences de mort imminente négatives. On dit qu'il y a à peu près 3% pour les enfants, il y en aurait à peu près 18% pour les adultes, donc ça c'est une grande différence. L'autre différence, c'est qu'il n'y a quasiment jamais de revue de vie, en tout cas dans les témoignages qui ont été rapportés jusqu'à maintenant, dans les études. Certainement parce que les enfants, souvent, ils ont peu d'expérience encore. S'ils ont ce genre d'expérience quand ils sont enfants ou adolescents, c'est pas qu'ils ont un grand passé derrière eux. Donc, ils rapportent pas réellement de revue de vie. On s'est rendu compte dans les recherches qui ont été menées par Melvin Morse ou une autre chercheuse qui s'appelle Sutherland, que les enfants qui vivaient ces expériences de mort imminente avaient souvent une plus grande maturité que les autres jeunes de leur âge, qu'ils avaient un sens plus accru des priorités, qui touchaient rarement à des substances, des drogues, des choses comme ça. Donc, en fait, ça les rendait beaucoup plus matures. Et puis, je profite aussi pour parler d'une autre catégorie de phénomènes qui apparaît dans le livre, c'est les récits de réincarnation, en fait. Régulièrement, des parents me disaient que leur enfant leur avait dit qu'il les avait choisis comme maman ou comme papa, ou racontait des choses qu'il aurait vécues dans une autre vie. Et je trouvais important aussi de parler de ce phénomène de début de vie, où les enfants peuvent dire qu'ils ont été quelqu'un d'autre, qu'ils sont morts, des fois de manière tragique, et puis qu'ils ont eu une autre vie et d'autres parents. Donc ça, c'était aussi intéressant. Alors, à l'inverse de certaines études qui ont été faites, celles de Ian Stevenson ou Jim Tucker, qui ont interrogé plus de 2500 enfants, donc c'est vraiment un phénomène maintenant qui est bien connu, en fait, qui est bien documenté, qui n'apparaît pas seulement que dans
les pays où on croit en la réincarnation, dans les pays hindouistes ou bouddhistes, on a beaucoup d'enfants dans le monde occidental qui le disent aussi. Il y a eu des enquêtes minutieuses qui ont été menées, certaines ont d'ailleurs été filmées, comme le cas de James Leininger, qui a dit qu'il était un pilote de chasse quand il était dans une autre vie, etc. Donc c'est des récits connus. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les parents lambda qui ont un enfant qui leur dit papa, maman, avant vous, voilà, je vivais ailleurs ou j'avais d'autres parents, j'aimerais les retrouver. Et dans le livre, on donne aussi des pistes, des conseils de comment accompagner ces enfants, hein, parce que si on a des souvenirs d'être mort de manière tragique dans une autre vie, des fois c'est dans un incendie, dans un contexte de guerre, dans un accident, etc. Puis ces souvenirs qui remontent chez des enfants très très jeunes, qui commencent à peine à parler, puis qui parlent de ça en ayant vraiment une frayeur dans la voix. Alors bien sûr, au départ, on va mettre ça sous le compte de cauchemars ou des choses comme ça, mais quand le discours perdure, et puis vraiment reste stable et cohérent dans la durée, on peut vraiment se poser la question de est-ce que c'est vraiment un récit de réincarnation, puis qu'est-ce qu'on en fait? Ou si l'enfant dit ben moi je veux retrouver mon papa et ma maman d'avant, vous n'êtes pas mes vrais parents, voilà, c'est blessant bien sûr pour les parents actuels, mais de rappeler quand même voilà, l'enfant il vit dans cette vie-là, entendre aussi ce qu'il a à dire parce que le rassurer, c'est effrayant ses souvenirs. L'encourager à en parler, mais pas inventer des questions, parce qu'un enfant qui ne sait pas, il risque d'inventer des choses, en fait. Plutôt dire, est-ce que tu te souviens d'autre chose? Comme ça, s'il a envie d'en parler, il en parle. Dans un des témoignages, la maman m'avait montré des dessins que l'enfant faisait de lui dans l'autre vie, en fait. Il disait qu'il avait déjà vécu dans une autre vie, qu'il était mort noyé dans une cascade, qu'il avait déjà eu un grand frère. Et d'ailleurs, il disait que son grand frère, il était tout le temps en permanence avec eux, dans la pièce, etc. Et puis, il lui a dit un jour, écoute, je t'ai choisi comme maman. On sait aussi que ces récits, ça s'estompe progressivement et ça disparaît vers l'âge de 7 ans. Et 7 ans, c'est l'âge de raison, hein. C'est l'âge des opérations concrètes chez les enfants, c'est là où ils différencient l'imaginaire de la réalité, c'est là où toutes les croyances enfantines s'abandonnent progressivement, la croyance dans le Père Noël, le lapin de Pâques, la petite souris, les fées, les dragons, etc. Donc c'est un âge où le mental prend beaucoup plus de place, où le rationnel, le raisonnement aussi prend beaucoup plus de place. Puis c'est des choses qui disparaissent aussi, donc en tout cas les récits de réincarnation disparaissent, et souvent les enfants s'en souviennent même plus, ils se rappellent même pas qu'ils ont parlé de ça, c'est les parents qui viennent après leur expliquer ça en fait. À la lumière de tout ça, de toutes ces recherches, des gens que vous côtoyez et avec lesquels vous travaillez, en tout cas pour la réalisation de cet ouvrage, comment est-ce que vous comprenez la conscience ? C'est une bonne question et une vaste question en fait, et c'était important pour moi dans le livre de collaborer avec des chercheuses qui s'interrogent aussi sur cette question-là, qui adhèrent au paradigme post-matérialiste, hein, peut-être pour les téléspectateurs rappeler ce que c'est, hein, c'est-à-dire que le paradigme matérialiste prône que la conscience est produite par le cerveau, et que quand le cerveau s'arrête, la conscience s'arrête, donc tout disparaît. Tandis que le paradigme post-matérialiste, lui, prône que la conscience est ailleurs, elle est non locale, elle est partout d'ailleurs, quelque part, et puis le cerveau est une sorte de filtre récepteur, il reçoit la conscience, mais si ce filtre récepteur est inopérationnel, soit parce que ben voilà, le cerveau est ravagé par une maladie neurodégénérative, ou si on est dans le coma, ou etc., la conscience, elle, continue, survit, et ça expliquerait un petit peu tous ces phénomènes. Si on entre dans ce paradigme-là, on comprend mieux les récits de réincarnation. Si la conscience ne meurt pas, alors peut-être qu'on peut en effet se réincarner, sachant que ces récits de réincarnation sont très anciens, hein, depuis toujours, y compris dans l'Antiquité. On abordait ce phénomène de réincarnation beaucoup plus naturellement, même chez les chrétiens. Jusqu'au concile de Nicée, la réincarnation a été admise. En fait, ensuite, on l'a supprimée. Mais pour dire que c'était vraiment quelque chose qui était assez courant comme croyance. Le fait qu'on peut, quand on a une expérience de mort imminente, non seulement voir son corps d'en haut, alors là, bien sûr, il y a des recherches matérialistes qui montrent que, par exemple, le gyrus angulaire permet d'avoir un phénomène de décorporation sans que ce soit quelque chose d'exceptionnel.
mais n'explique pas comment on peut rapporter des discussions qui sont passées dans une autre pièce, etc. Là, vous verrez aussi dans le livre qu'il y a des témoignages d'enfants qui rapportent avoir eu des choses qui sont passées ailleurs que dans la salle où ils étaient. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si la conscience est non locale et puis qu'elle est ailleurs, elle peut se déplacer et rapporter des phénomènes qui se passent dans d'autres endroits. Y compris pour la lucidité terminale, hein, peut-être que la conscience revient dans le cerveau, le temps de pouvoir dénouer des liens, de pouvoir dire au revoir aux proches, elle donne ce regain d'énergie pour pouvoir le faire. Les connexions aussi s'expliquent si la conscience, elle survit, que si les personnes, leur esprit, leur essence, parce que ce serait compliqué de dire autrement, survit, dans ce cas-là, on peut peut-être les percevoir, en tout cas certaines personnes ont ces facultés pour les percevoir, donc ça pourrait aussi donner une explication. Personnellement, comment est-ce que je comprends la conscience? Alors là, je parle en jeu, hein, donc c'est mes propos. Je l'aperçois comme une information, un champ d'information qui est omniprésent, qui est vraiment partout, dont on est en fait une petite partie, une sorte de partie qui vient expérimenter des choses dans un corps physique. Hein. Donc, c'est Teilhard de Chardin qui disait on n'est pas des corps physiques qui vivent une expérience spirituelle, mais plutôt des êtres spirituels qui vivent une expérience physique. Donc, c'est plutôt comme ça que je me positionne. Et en fait, ce qui m'intéresse en tant que scientifique, enfin, voilà, j'avais vraiment besoin aussi de montrer que c'était pas juste des croyances, mais avoir envie d'essayer d'explorer cette conscience de manière un peu plus méthodique. Alors, il y a toutes les recherches sur les neurosciences qui sont vraiment intéressantes, il y a toutes les recherches sur la physique quantique, je sais que vous en parlez également dans la plupart de vos émissions, donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais qui viennent éclairer ces problèmes d'espace-temps. On se rend compte qu'il n'y a plus d'espace-temps quand on travaille en physique quantique, donc ça peut expliquer certains de ces phénomènes, entre autres ceux liés aux expériences de mort imminente. Et puis, voilà, moi, ce qui m'intéressait aussi, mais là, vraiment, en tant que chercheuse en sciences humaines, c'était de voir comment ces phénomènes, en fait, sont perçus par les gens, puis essayer de leur dire, c'est plus si tabou que ça, on peut en parler. Et puis, ça fait du bien quand on en parle, parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup à en vivre, en fait, et que si on libère la parole, peut-être qu'alors on pourra aussi libérer les recherches, en fait, qu'on aura d'autant plus de financement pour essayer je ne sais pas si on pourra prouver un jour que la conscience, elle est vraiment non locale et partout, ce que je viens d'expliquer, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à des résultats intéressants dans les années qui viennent. Oui, il y a de plus en plus de chercheurs et de chercheurs considérés comme très sérieux qui voient la conscience comme une donnée fondamentale de l'univers, au même titre que la gravité ou d'autres phénomènes fondamentaux. Et puis qu'elle est première et qu'elle est créatrice de réalité. Et là, la physique quantique vient aussi éclairer ces phénomènes-là. Oui, c'est fascinant d'aller creuser dans ces domaines-là, c'est clair. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que il y a de plus en plus de chercheurs dans votre entourage qui acceptent, qui voient d'un bon œil cette ouverture vers le post-matérialisme? Alors, mon entourage, c'est d'abord des formateurs d'enseignants, donc non. Mais j'ai été surprise de l'accueil du livre par beaucoup de collègues, donc j'en suis ravie. Des collègues qui ne travaillent pas du tout dans mort et deuil, donc qui travaillent dans des tas d'autres domaines, mais liés à la formation des enseignants, pour ne prendre que, et qui ont vraiment redit à quel point ils sont surpris par ce livre, mais vraiment ravis aussi de pouvoir le lire. D'ailleurs, dans une collègue proche fait des décorporations, puis elle en parle librement, ça m'a toujours un peu surpris, elle en parle librement dans mon entourage professionnel, donc ça prouve que de nouveau la parole se libère, pardon. Après, je reste perplexe, je dirais que en milieu suisse, j'ai pas l'impression pour l'instant qu'on a encore beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ça, même si je suis en contact avec quelques chercheurs suisses qui s'intéressent à ces questions-là, un peu à la marge de leur propre recherche, comme moi j'ai fait, c'est-à-dire en des recherches entre guillemets plus conventionnelles, socialement plus acceptées, et dans la marge vont explorer ces phénomènes-là. Mais je suis vraiment surprise de voir dans d'autres pays anglo-saxons, comme c'est beaucoup plus accepté, qu'il y a des financements de recherche qui sont aussi donnés pour explorer. Et donc,
voilà, j'espère qu'on est au début d'une avancée. D'ailleurs, c'était un peu l'idée en fondant l'APEC, l'Association suisse pour l'exploration de la conscience, de dire on est prêt à collaborer avec d'autres instituts de recherche pour pouvoir mettre en place des procédures, etc., pour pouvoir avancer aussi dans ces milieux-là, en fait. C'est vrai que je crois qu'il n'existe pas en Suisse de chaire de parapsychologie ou de choses comme ça, comme il existe aux États-Unis. Je ne crois pas qu'il existe en Suisse. Non, ici pas. Alors on a en France, on a l'Institut métapsychique à Paris, qui est intéressant aussi, qui travaille sur tous ces phénomènes métapsychiques, mais c'est pas réellement sur la conscience. Et on a vraiment beaucoup plus de choses aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, en fait. Donc je disais tout à l'heure, cette collègue qui vient de recevoir une bourse prestigieuse pour travailler sur ces phénomènes-là, c'est magnifique. Mais ça serait fantastique que ce soit aussi ici, alors ça c'est sûr. Il y a une recherche qui est très innovante et on va d'ailleurs inviter son auteur sur cette chaîne, Marie-Julia Guittier, qui participe à votre ouvrage. Est-ce que vous voulez donner quelques mots, un tout petit aperçu de sa recherche? Alors juste quelques mots, parce que j'encourage vraiment vos spectateurs à aller vous écouter et l'écouter elle quand elle fera cette interview. Elle a essayé d'aller voir s'il était possible de communiquer avec les consciences fœtales. Donc elle a réuni d'un côté des femmes enceintes, parce qu'en fait elle travaille, elle forme les sages-femmes, donc c'est vraiment un milieu qu'elle connaît bien. Elle a réuni des femmes enceintes d'un côté et des médiums de l'autre qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont d'ailleurs jamais vues. Et puis elle a essayé de voir si les médiums pouvaient se connecter aux consciences des fœtus dans le ventre des mamans. Elle a regardé avec plusieurs entretiens les éléments qui sortaient. Et puis les parents de leur côté ont aussi été interrogés à plusieurs reprises. Et ils ont essayé, avec d'autres chercheurs, elle a essayé de coder un peu les résultats et de voir les correspondances en fait. Et c'est assez surprenant parce qu'il y a vraiment des éléments très intéressants qui sortent. Alors bien sûr, elle vous en parlera plus, mais on peut peut-être donner des arguments en disant est-ce que les médiums ne se sont pas plutôt connectés de manière télépathique aux consciences des parents puis ont été chercher des informations. Mais dans l'article en tout cas qu'elle a écrit dans le livre, elle montre que non, il y avait des fois des informations qui n'étaient pas connues de parents, par exemple une date de naissance qui s'est révélée ensuite vraie, ou bien une malformation congénitale qui n'avait pas été repérée dans les échographies et l'enfant est né tel qu'il l'avait décrit. Donc c'est assez surprenant et c'est vraiment très très intéressant de voir qu'en fait la conscience du bébé, pas le bébé en soi, mais la conscience du bébé peut-être déjà communiquer. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et ça rejoint un petit peu les récits de réincarnation des enfants, souvent les consciences disent qu'elles ont choisi les parents, en fait, pour vivre certaines expériences avec eux. Donc ça rejoint un petit peu ce que disent aussi les enfants quand ils parlent de réincarnation. Il y avait un passage que j'ai souligné qui parle de la clarté mentale lors de la lucidité terminale. On voit que l'altération mentale avant, pendant et après l'épisode lucide change énormément. Donc avant, il y a une grande confusion mentale, pendant, il y a une clarté mentale incroyable, et après, il y a parfois même encore une plus grande confusion mentale. Donc c'est vraiment un épisode qui sort complètement du contexte, où il y a une lucidité particulièrement frappante. Il y a quelques chiffres qui sont donnés, je ne sais pas si vous les avez en tête, mais là, on parle de gens sur une échelle. Hein. Avant l'épisode de lucidité terminale, l'altération mentale moyenne des enfants était de 2,25, indiquant une altération mentale entre modérée et sévère. Et pendant l'événement, le score moyen était de 0,35, ce qui correspond à une déficience mentale proche de 0. Et après, ça remonte à nouveau, il y a une grande confusion mentale. Est-ce que on explique un peu mieux aujourd'hui ce genre de phénomène? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ça? Alors c'est la fameuse équipe, la seule équipe qui travaille sur la lucidité terminale des enfants. Hein. Là, c'est deux chercheuses américaines et néo-zélandaises qui ont écrit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est comme si la conscience reprenait ses droits dans le cerveau. C'est-à-dire que l'enfant a une clarté mentale tout à fait normale, comme s'il n'avait pas été malade, comme si son cerveau n'avait pas été impacté par le coma ou par la maladie, etc. Mais pendant vraiment quelques instants, juste pour pouvoir communiquer en fait avec ses proches ou avec les soignants, enfin avec son entourage, ce temps-là en fait. Puis après, ça reprend le dessus. Alors il y a des études qui ont été faites. Il y a d'ailleurs une thèse de doctorat de Marine Mutis qui est très très intéressante,
qui explique que, enfin, en tout cas, qui essaie de donner aussi des explications rationnelles à ce phénomène, en disant que c'est peut-être des neurotransmetteurs qui sont libérés dans le cerveau, comme des endorphines en fait, qui permettraient. Enfin, ces neurotransmetteurs, ils agissent sur la cognition en fait et sur la communication, et ça permettrait, comme une sorte de chant du cygne, un regain d'énergie, d'avoir suffisamment d'énergie, donc le cerveau mobiliserait tout ce qu'il peut comme puissance pour pouvoir dire au revoir. Alors il y a différentes explications, peur de la mort, l'impression de ne pas avoir tout pu résoudre encore, surtout chez des adultes, de ne pas avoir pu dire au revoir, d'avoir demandé pardon, des choses comme ça, et que le cerveau mobilise ses dernières forces dans la bataille quelque part pour pouvoir dire au revoir, pour pouvoir faire ces choses-là, puis ensuite, voilà, il redevient complètement inopérationnel. Et là, ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que ça a été quand même mesuré. C'est pour ça que ces chiffres sont vraiment intéressants. Mais surtout, ce que les chercheuses ont voulu faire, c'était de voir un peu aussi l'impact que ça avait sur l'entourage et sur les soignants quand il y avait ce genre de phénomène-là dans les hôpitaux. Puis elle prône pour des milieux de soins palliatifs pédiatriques qui sont moins invasifs et qui permettraient aux familles de vivre plus facilement ce genre d'épisode-là. En fait, si on était dans un milieu beaucoup plus serein, moins médical, des sortes de maisons de soins palliatifs pédiatriques qui existent dans certains pays, mais qu'on n'a pas ici en Suisse ni en France d'ailleurs, mais où il y en a en Belgique par contre, et d'avoir ces milieux-là où on peut vraiment accompagner l'enfant, on aurait peut-être beaucoup plus souvent encore ces moments de lucidité terminale, mais c'est valable aussi pour les adultes, hein, c'est pas que pour les enfants en l'occurrence. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir des chiffres pour une fois. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter, peut-être en relation avec l'APEC, on en a parlé un petit peu, ou par rapport à à vos projets, ou je crois la conférence qui va avoir lieu à l'APEC, dans le cadre de l'APEC. Et puis les projets à venir. Alors peut-être pour terminer, dire d'abord qu'avec un collègue canadien, on a monté un symposium qui aura lieu au mois de mai à Montréal sur les liens continus dans le deuil, c'est-à-dire les VSCD en font partie, parce que pendant très longtemps dans le deuil, la théorie disait qu'il fallait couper les liens pour pouvoir continuer à avancer de manière sereine et surtout normale, entre guillemets. Là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens gardent des liens avec leurs défunts, de manière des fois tout à fait consciente, hein, mais parfois aussi liée à ces VSCD, on a l'impression de présence, etc. Donc ça, on avait envie un petit peu de voir quelle recherche était menée par rapport à ça. Et avec une collègue suisse, l'idée aussi c'est de lancer une recherche sur les enfants, sur ces VSCD des enfants, parce que pour l'instant, il n'existe pas vraiment de documentation sur ce qu'ils vivent de manière systématique. Disons, bien sûr, on a des témoignages, mais on avait envie de rendre ça, enfin une recherche beaucoup d'ampleur plus grande et puis mieux documentée. Et puis pour les personnes qui sont intéressées, il y a la conférence du 24 mars à Lausanne, où non seulement je détaillerai beaucoup plus ces phénomènes, je montrerai des exemples, il y aura des vidéos et il y aura aussi une interaction avec la salle. Donc s'il y a des personnes intéressées, je les encourage à venir nous voir. Et enfin, rappeler que cette association, l'APEC, est encore très jeune hein, au niveau de son existence. Elle a seulement une année, mais elle a le mérite d'exister. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous approchent, soit parce qu'ils ont vécu des choses, des phénomènes, des visions, des perceptions, et ils sont tout heureux de venir témoigner. Et d'ailleurs, on a le projet de mettre en place des cafés conscience pour pouvoir faire des partages d'expériences. Mais aussi développer les formations et les informations au public, parce que plus on en parle, plus finalement ce phénomène va être courant. La conscience, ça sera une donnée comme une autre. On sait qu'on a tous accès à cette conscience, mais on sait aussi qu'on est capable de se restreindre beaucoup. Donc en parler, c'est visibiliser, c'est ouvrir la parole et c'est surtout rassurer. Ça fait partie de la vie, de l'existence. Il n'y a rien de pathologique, il n'y a rien de paranormal en fait. Au contraire, enfin, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va essayer d'aller avec ces travaux-là. Donc voilà, venez soutenir aussi l'APEC.